Alors, on verra en fait que par rapport à cette question de l'adaptation de l'outil, il y aura deux stratégies qui vont être illustrées d'ailleurs par les différents intervenants, puisqu'on a eu les deux stratégies qui ont été mises en œuvre. Soit on fait supporter ces fonctions à son outil de gestion, soit on s'appuie sur un service en ligne auquel on va s'abonner, qui va essayer de supporter toute la partie communication au public des livres numériques, du service de prêt numérique, et une partie des fonctions de gestion. Donc dans ce deuxième cas, bien sûr, ce sera moins des coûts d'initialisation, ce ne sera pas des coûts disons, d'investissement, ce sera plus des coûts récurrents, puisqu'on sera dans un modèle où il y aura un abonnement à payer pour pouvoir bénéficier du service de la plateforme, qui est le support du prêt numérique aux usagers. Après, il y a une autre dimension dans les coûts d'initialisation. Je ne sais pas si on aura vraiment le temps d'en parler dans la table ronde, mais je pense que c'est un coût qu'il ne faut pas négliger, c'est la partie formation du personnel au livre numérique. C'est quand même un peu une révolution dans les bibliothèques que de prêter des livres numériques. C'est super compliqué, en fait, on l'a vu avec, ne serait-ce que la négociation, ce qui a été illustré par Réseau Carrel tout à l'heure, en fait, il y a des métiers qui n'existaient pas, les fonctions de négociateur en bibliothèque, ça n'existait pas, donc on ne va pas pouvoir faire ça soi-même, il va falloir le confier effectivement à une association qui va pouvoir vous représenter. Donc il y a ce type de choses. Il faut quand même, au niveau de l'établissement, avoir un minimum de représentation quand même des pratiques des éditeurs pour être capable de définir ses propres politiques d'acquisition. Donc c'est quand même un gros investissement à faire au niveau de l'établissement. Et puis après, il y a les DRM, il y a les liseuses, il y a arriver à accompagner les lecteurs pour emprunter un livre numérique, à faire en sorte que ça marche sur telle ou telle liseuse, sur tel ou tel équipement. Tout ça, c'est vraiment des choses qui demandent un gros investissement. Et ce qui est un peu pénalisant en plus, c'est qu'il faut que tous les personnels mis en contact du public aient un minimum de culture autour du livre numérique, si on veut effectivement pouvoir booster ce service auprès de tous les usagers, qui pour une partie d'entre eux ne savent même pas que ça existe, le livre numérique. On en est là, le marché reste à créer, et il y a beaucoup d'usagers qui n'ont pas cette connaissance du livre numérique, et qui auraient peut-être beaucoup de bonheur à utiliser ces livres numériques. Et je crois qu'on aura quelques retours d'expérience qui nous montreront qu'en particulier, les seniors sont très intéressés par le livre numérique, dès lors qu'on fait un peu l'effort de leur présenter et de leur donner à voir ce qu'ils peuvent consulter. Donc voilà un peu pour les coûts d'initialisation. Dans les coûts récurrents, même si on est dans un outil de gestion qui est celui de la bibliothèque, il y a quand même l'évolution éventuellement du coût de maintenance. Si on a payé un module supplémentaire, il y aura un surcoût pour la maintenance. Si on est dans le modèle de l'abonnement, plutôt à une plateforme en ligne qui va supporter le service de prêt de livres numériques, là on sera quasiment intégralement dans des coûts récurrents, puisque ce sera un coût d'abonnement. Ensuite, dans les autres coûts récurrents, il va y avoir tout ce qui a trait à l'acquisition des livres numériques, à la constitution des collections. Donc moi j'ai parlé de droit de prêt des livres numériques, tout à l'heure on a parlé de licence, mais d'une manière ou d'une autre, ce qu'on achète, c'est quand même plutôt des droits à prêter ces livres numériques. C'est pas comme autrefois l'achat d'un document qui restait de manière définitive dans les collections. Il y a un coût aussi qui peut être évoqué, je ne sais pas si les collègues en parleront, c'est le coût d'abonnement aussi pour récupérer des notices de livres numériques de qualité. C'est un peu le discours des lettres qui dit moi je propose des notices de livres numériques de très bonne qualité, mais qui fait payer le service en plus. Donc est-ce que c'est des choix que vous avez fait les uns et les autres de retenir ces notices de livres numériques d'Elect, ou est-ce que vous avez préféré récupérer les notices de votre libraire, et finalement c'est tout à fait satisfaisant. Après, donc, quelque chose qui a été abordé rapidement tout à l'heure, donc je ne sais pas si on aura l'occasion de revenir dessus, c'est aussi le coût de la plateforme d'Illicom, puisque je crois qu'il est prévu une contribution au coût de fonctionnement de la plateforme d'Illicom. Et si j'ai bien vu le tarif en ligne qui est publié sur le site de d'Illicom, on a un coût qui est assez modique, puisqu'en fait, on est entre 30 et 350 € par an, et c'est un coût qui est proportionnel à la taille de la population. Donc 30 €, je ne me rappelle plus, c'est jusqu'à quelle taille jusqu'à 20 000 habitants. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui vont se trouver aux 30 € par an. Donc c'est pas l'essentiel des coûts. L'essentiel des coûts, ceux qui sont en bleu, c'est ceux sur lesquels les collègues vont probablement avoir le plus d'éléments à vous communiquer. Donc, je ne coupe pas plus le temps de parole. Je vous présente rapidement le programme. Donc on va avoir une introduction par Xavier Gallo, président de l'ABF, qui, si j'ai bien définir un petit peu les conditions auxquelles finalement un projet comme PNB peut être acceptable, en particulier accessible pour les petites bibliothèques, voir un petit peu les conditions que l'ABF identifiait. Ensuite, on aura 3 comptes rendus d'expérience. Donc,
D'abord, Caroline Coll qui va nous parler d'une expérience de mutualisation, puisque au sein de la bibliothèque départementale du Bas-Rhin, c'est la mise en œuvre d'un service de prêt de livres numériques destiné aux bibliothèques du réseau. Donc c'est une première forme de mutualisation. Ensuite, un compte-rendu d'expérience de la médiathèque Hélène Carrère d'Ancos à Carquefou, fait par Brigitte Noël, qui là va montrer qu'un établissement d'une ville de taille moyenne peut aussi se lancer sans finalement le moindre soutien, vraiment avec une dynamique municipale et un fort portage politique du projet. Et enfin, donc troisième compte-rendu d'expérience, Cécile Thierry, directrice adjointe des bibliothèques municipales de Saint-Brieuc, qui va nous montrer ce que donne un projet de mutualisation au niveau d'une agglo qui n'a pas la moindre compétence en matière de lecture publique. Donc, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire en termes de portage de projet, quand il faut qu'il y ait 13 élus de la culture qui se décident pour porter un projet sur la base de l'unanimité. C'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable. Mais malgré tout, ça marche. Donc ça sera une autre forme de mutualisation. Et puis enfin, donc, on aura l'intervention de David-Georges Picard, qui nous indiquera un petit peu quelles sont les aides, les soutiens que l'État peut apporter à celles des bibliothèques qui veulent se lancer dans cette aventure PLB. Donc on commence. Oui, alors moi je vais effectivement pas me focaliser essentiellement sur les petites bibliothèques, mais reprendre en fait le positionnement de l'ABF sur cette question en l'expliquant, en le réexpliquant. Alors je voudrais d'abord commencer par me réjouir de constater que l'une des choses qu'on a demandé, c'était l'évaluation qui est en train d'être faite. Donc ça, je m'en réjouis, et c'était parmi dans les recommandations qui avaient été signées avec le ministère. Et c'est vrai qu'en fin d'année, quand on a communiqué un peu là-dessus, c'était arrivé dans un mauvais rythme médiatique et qui ne reflétait pas en fait notre position, qui restait toujours la même sur une approche positive, puisqu'on avait signé ces recommandations, mais avec un certain nombre de points de vigilance que je vais rappeler et qui, à la lueur de ce que j'ai vu ce matin, reste pour l'instant valable. Alors d'abord, je vais commencer par regretter qu'on soit toujours sur la voie contractuelle, même si on a déjà dit au moment des groupes de travail sur les recommandations pour l'accès aux fichiers numériques des bibliothèques. Voilà, on est dans ce modèle où c'est une négociation contractuelle. L'ABF a toujours défendu ce côté cadre légal qui permettrait d'exercer un peu les missions des bibliothèques de manière plus sereine, plutôt que d'aller négocier au cas par cas. Notamment, on voit que les bibliothèques universitaires ont pu être piégées par Elsevier au niveau des coûts. Donc voilà, on reste sur cette idée d'une nécessité discuter d'un cadre qui pourrait être légal, même si aujourd'hui les discussions ont permis d'avancer. La question surtout, c'est d'avoir le plus grand nombre d'offres la plus large possible à des coûts raisonnables. Ça, c'est bien sûr l'enjeu qu'on défend aujourd'hui et qu'on continuera à défendre. On le disait ce matin, on entendait sur ce qui était évoqué, c'est que beaucoup d'éditeurs français prennent leur temps, puisque c'est un marché qui est nouveau, qui est en émergence. Donc on voit bien que c'est une offre qui met du temps à se mettre en place, notamment pour l'offre numérique. Donc voilà, c'est à la fois une très forte attente des bibliothèques dans ce domaine et qui se construit dans un cadre autour de PNB, mais qui est freiné un petit peu par une lenteur qu'on peut expliquer du côté des éditeurs. Donc la recommandation numéro 1, c'est, qui avait été déjà rappelé, l'accès équivalent pour les bibliothèques à l'offre numérique pour les particuliers. Donc si j'ai bien compris, on est à 50%, peut-être un peu plus, ce qui est déjà un progrès. Il y a encore du chemin, mais on peut noter qu'il y a un gros progrès depuis quelques mois. Pour les libraires, là je ne sais pas si ce sera aux libraires de dire, dans le chiffre qui a été affiché, il n'y a encore pas beaucoup de libraires qui se sont lancés. Là aussi, je pense qu'il y a du progrès. Ensuite, sur le modèle économique, c'est là que je m'étendrai un peu plus, c'est le système de licence.
c'est difficile, on l'évoquait ce matin, que la bibliothèque, notre modèle est construit sur un achat pérenne. C'est vrai que là, on se trouve face à une licence qui percute quand même un petit peu notre modèle d'acquisition. Alors avec les ressources numériques, on avait déjà, en acquérant d'autres ressources numériques avant les fichiers numériques, on avait déjà commencé à être confronté à cette question de la licence et une fois qu'on arrête de payer, je sais pas, un abonnement à une ressource, on n'a plus rien. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça reste quand même problématique voilà, on achète une durée avec un certain nombre de conditions. Et ça, c'est vrai que c'est un peu dommage, même si l'illimité, je m'en réjouis, commence à venir, mais avec peut-être des limites. Le vrai illimité en numérique, ça n'existe pas. Notamment parce que les fichiers eux-mêmes sont peut-être plus lisibles un jour, mais ça, c'est une autre question. Donc, je crois que le chemin a été parcouru. Je vois que ce que je voulais dire, c'était essayer de limiter à quelques cas de figure, parce que c'est vrai que quand les acquéreurs sont confrontés à un achat numérique, ils se disent « Oula, mais alors celui-là, c'est telle année, c'est tel usage, c'est tel machin, c'est telle durée, c'est simultané, c'est pas simultané, c'est le nombre d'années, etc. » Donc, ouais, ça me paraîtrait de bonne loi d'avoir moins de cas de figure à gérer par les bibliothécaires. On voit que l'outil Carrel permet d'y voir clair, et ça je salue là, le travail qui a été fait qui permet à tous les acquéreurs d'y voir clair. Ne pas limiter à les usages simultanés me paraîtrait aussi une bonne approche. Ensuite, je vais parler des recommandations sur l'expérimentation et la variété des modèles. C'est là où le bât blesse le plus, à mon sens. Il y a quelques offres de streaming, mais qui sont limitées à quelques éditeurs, qui ne sont pas des offres globales. Et c'est vrai que on est actuellement avec l'offre PNB qui semble se répandre un petit peu auprès des collègues. Dans un modèle physique, on reproduit finalement un modèle d'achat qu'on fait avec les libraires, alors que le numérique n'est pas du tout dans cette logique. Et ça, c'est quand même un peu dommage qu'on ne soit pas dans une logique de bouquet, qu'il n'y ait pas cette possibilité, je ne dis pas, après chacun choisira. Hein. Donc on n'ait pas une logique de bouquet sur lequel on passe plus de temps à mettre en avant des contenus qu'à les acheter. Ça, c'est toujours la dichotomie, il me semble, qu'on aura avec le numérique. C'est soit on prend du temps à sélectionner comme on sait le faire, soit on se dit on prend un bouquet et à l'intérieur duquel on a des outils pour mettre en avant des contenus. Voilà, c'est deux alternatives. Et il me semble que pour le livre numérique, il n'y en a pas, en tout cas dans le streaming, dans cette offre qu'on pourrait acheter un bouquet, bien sûr à un coût qui puisse convenir aux éditeurs, mais je pense qu'aujourd'hui on en est loin, pour le livre en tout cas. Ça existe pour les revues, ça existe pour la vidéo. Donc voilà, il y a des choses qui existent, mais pour le livre, on n'y est pas. Alors, à titre d'exemple, c'est vrai que tout ce qui est fait sur les autres offres, c'est un coût par utilisateur. Donc ça pourrait, au lieu de raisonner par fichier, ça pourrait être combien un utilisateur, évidemment, va consommer, entre guillemets, et combien, du coup, on va facturer à la bibliothèque un usage par rapport au nombre d'utilisateurs qui vont être inscrits. Voilà, donc c'est vraiment le point, il me semble, le plus important dans toutes les recommandations qui ont été signées, dont l'ABF a signé, en émettant tout de suite un certain nombre de critères, en disant voilà, il faut que l'évaluation se fasse, et je salue le fait qu'elle soit en cours et qu'on ait des retours. Voilà, le bémol, c'est sur le manque de diversité de modèles qui ne permet pas à certaines bibliothèques peut-être d'expérimenter d'autres choses. Pour terminer, voilà, je pense que j'aurais été très largement dans les temps. Je soulignerai quand même, et c'est ce qui a transparu dans les premières interventions de ce matin, c'est que ces recommandations ont quand même été un moment de concertation interprofessionnelle qui a permis de faire avancer les choses. Donc ça, je le souligne, et je crois que c'est important. Si l'équilibre de la force, hein, si on prend la métaphore de Star Wars, semble un peu plus du côté du versant économique aujourd'hui, comme au niveau européen sur la question des droits d'auteur, la renégociation des droits d'auteur, je crois qu'il faut continuer cette discussion pour qu'on se connaisse mieux,
que nous, on défende un peu mieux ce qu'on est, nos missions, pourquoi on est un service public et on a des moyens limités et qu'on a une mission à rendre pour l'éducation, la culture, le loisir des habitants du territoire qu'on dessert. Donc voilà, nous, c'est notre mission et on ne peut pas être dans une logique économique. Donc voilà, donc je souhaite que cette concertation puisse continuer et qu'avec Réseau Carrel et avec d'autres, avec tous les acteurs qui le souhaitent, on puisse continuer à faire progresser cette expérimentation et le prêt numérique en bibliothèque. Donc effectivement, il s'agit d'une expérience de mutualisation puisque la bibliothèque départementale du Bas-Rhin, pour vous situer un petit peu le contexte, c'est un réseau de 205 bibliothèques. Dans ce réseau, il y a différents types de bibliothèques. Ça va de la médiathèque au point lecture. Le point lecture étant une bibliothèque ouverte 4 heures ou moins et parfois dans quelques mètres carrés. Donc on est vraiment sur des variétés en fait assez fortes. Et ce réseau, c'est également 180 salariés et 2200 bénévoles. Bénévoles parfois d'un certain âge. Au niveau des agents de la bibliothèque départementale, nous sommes 55 répartis sur 4 sites. Et on a un nouveau portail web qui est ouvert depuis septembre 2014. C'est juste quelques éléments de contexte pour vous permettre de comprendre dans quelles conditions on a mis en place en fait cette offre de livres numériques. On a également d'autres services numériques, c'est-à-dire que l'offre de livres numériques s'inscrit en fait dans une offre plus globale qui comprend de la musique, de la VOD, de la presse, de la formation en ligne. Et pour faire la promotion de la lecture numérique, on a aussi un parc de 45 liseuses et de 15 tablettes multimédia. Alors, chez nous, dans le Bas-Rhin, il y a une vie avant PNB. Voilà. Pas toujours le cas, mais il se trouve que chez nous aussi, puisque nous avons expérimenté en fait Publi.net en 2011, Numilog jusqu'à récemment, et donc PNB, Ipagine également d'ailleurs entre-temps, et PNB tout récemment. En fait, pour vous donner une idée de ce que ça nous a coûté avant PNB, de ce que nous coûte du coup PNB, en 2013, nous avions Numilog. Numilog, c'était chez nous 180 titres, 346 exemplaires. On faisait 368 prêts sur l'année et ça nous coûtait 1 784 € de plateforme pour 2 500 € d'acquisition ou location de titres. Donc ce qui veut dire qu'on n'avait pas besoin de marché, puisque chez nous le seuil du marché est à 4 000 €. Voilà. Alors du coup on voulait vraiment développer ce service de lecture numérique et c'est pour ça qu'on a lancé un appel d'offres en procédure adaptée en 2014. On n'a pas spécifiquement demandé une offre PNB. On a simplement décrit un besoin. Et il se trouve que dans les offres qu'on a rentrées, se trouvait celle de Feedbooks, qui, en partenariat avec Demarc, s'est positionné donc pour proposer cette offre PNB. On les a retenus parce qu'ils correspondaient spécifiquement à ce qu'on avait demandé. Et du coup, on a eu une mise en place côté fournisseur et côté BDBR qui a radicalement changé notre façon de voir la lecture numérique quand même, faut bien dire. Donc côté fournisseur, on a eu effectivement une plateforme à nos couleurs. Côté BDBR, on a dû faire des choix techniques, des choix d'accès, des choix d'organisation interne aussi, qui changeaient du coup forcément la donne. Et on a ouvert la plateforme le 16 avril 2015. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un peu moins d'1 an de recul pour en parler. Alors, donc la plateforme aux couleurs, concrètement, notre portail est vert pomme. Donc on a un joli bandeau vert avec un logo BDBR. Voilà, c'est magnifique. Je vais passer vraiment au sujet qui nous intéresse, donc finalement, combien ça coûte. Alors, je vais commencer par le branchement. Puisque nous avons un portail qui n'est pas... nous avons un portail qui nous a été fourni par Chlorophylle. C'est une société alsacienne, certainement très peu connue par ici. Voilà. Toujours est-il que du coup, nous avons besoin d'un branchement spécifique pour avoir accès, pour pouvoir mettre à disposition les livres achetés sur la librairie Feedbooks. D'où la réponse de Feedbooks en partenariat avec Demarc. Donc Demarc nous propose la plateforme et nous, de notre portail, nous devons faire cette connexion entre la plateforme de Demarc et notre portail.
Donc les personnes s'inscrivent sur notre portail, se connectent, et ensuite nous avons utilisé ce qu'on appelle un branchement HTTP référeur. Autrement dit, nous avons un lien sécurisé sur une des pages du portail. L'avantage de ce système, c'est que ça coûte 0 €. C'est très facile d'utilisation pour les usagers. Ils se connectent sur notre portail, ils sont automatiquement identifiés, peuvent emprunter un livre numérique, tout est très fluide. Il y a les points négatifs, forcément. Quand ça coûte 0 €, c'est rarement que du positif. On a des statistiques très peu fines. En l'occurrence, 205 bibliothèques, mais on ne sait absolument pas quel lecteur de quelle bibliothèque a emprunté quel titre. Normalement, votre prestataire, j'en parle notamment, mais d'abord, votre prestataire est dans l'obligation d'enregistrer toutes les bibliothèques de votre réseau et est obligé normalement de permettre d'inscrire les lecteurs. Je reprends. Le prestataire doit absolument vous donner la possibilité d'enregistrer l'ensemble des réseaux. D'ailleurs, on a tous les GLN. Voilà, tous les GLN ont été fournis par DICOM de façon à normaliser effectivement l'identification et l'appartenance de chaque réseau. Normalement, votre prestataire est dans l'obligation de vous permettre d'inscrire chaque lecteur sous la bibliothèque à laquelle il est rattaché. Alors, notre prestataire veut bien nous le faire, mais il y a la facture qui va avec qu'on ne peut pas payer. En principe, c'est compris dans le coût de fonctionnement. Enfin. Alors, le problème, c'est que c'était un choix, du coup, lors de la réception des documents du marché, c'était une option payante. Nous n'avons pas pu prendre. Typiquement, ce genre de comportement est inadmissible. Là, je le dis publiquement. Alors, je sais bien que les prestataires sont des sociétés commerciales, mais à 6 000 € l'an, je pense que c'est inadmissible qu'on fasse payer un supplément pour ça, d'autant plus que c'est un prérequis dans PNB. Je vous remercie pour cette remarque. Non mais c'est un vrai problème en fait. Nous sommes bien conscients de ce problème. C'est vraiment un des points qui aujourd'hui est le point noir de ce service pour nous, puisque on ne sait pas d'où viennent les lecteurs. Et croyez-moi, on aimerait vraiment le savoir. Voilà. De toute façon, ça sera impératif d'ici le mois de juin. On devait le rendre obligatoire en juin 2015. Ce sera obligatoire à partir de juin 2016. De toute façon, on n'a pas le choix, vous êtes obligé de le faire pour des raisons de remontée statistique, tout simplement. Donc, après, je pense que le problème des prestataires, il faut peut-être voir s'il y a moyen de mettre en place des certifications pour exiger un minimum de prestations compris dans la prestation. Je pense qu'il faudrait effectivement un cadre peut-être plus clair là-dessus. Je pense qu'il y a un malentendu parce que le prestataire, il le fait gratuitement, parce qu'on doit le faire pour la Belgique aussi, et que De Marque s'est engagé à le faire gratuitement dans le cadre de notre marché. Et qu'ils s'engagent à ce que tout développement qui est fait pour un de leurs clients est valable aussi pour l'ensemble des clients. Donc à mon avis, c'est plus un coût prestataire soit fait pour toi pour qui se récupère. Peut-être, mais je pense que c'est pas les mêmes prestataires à qui il faut payer. De Marque ne demande certainement pas 6 000 € pour développer ça. Nous, on a De Marque, donc voilà, on est aussi avec De Marque. Donc a priori, c'était effectivement, c'était un développement qui était payant. Et cela dit, c'était dans les documents de marché qu'on a réceptionnés fin 2014. Peut-être qu'entre-temps, des choses ont changé. Si c'est le cas, on va les rappeler, on va se mettre en conformité. En tout état de cause, au moment où on a notifié le marché, nous, on n'était pas en capacité de prendre ces développements supplémentaires et ils ne nous ont donc pas développé cette partie-là. Marc Hébert, le chef produit, m'a garanti qu'il n'y aurait pas de paiement pour ça. Mais enfin, c'est un truc interne, mais ça montre l'intérêt de se parler entre bibliothèques pour négocier avec les prestataires. Mais en tout cas, moi je suis vraiment contente du coup d'avoir ces infos-là. Je pense qu'on va passer un petit peu fier. Il n'a pas fait le voyage pour rien. Ah, ravi. Donc en fait, pour parler un petit peu en dehors du coût de la plateforme, puisque le coût est affiché ici, effectivement, pour nous, il est de 6 000 € par an TTC. Ça correspond à un nombre de lecteurs. En dessous de 50 000 lecteurs, donc on est chiffre DLL à l'appui, on doit être à 49 183 de tête en lecteurs en 2013. Et donc on a eu effectivement cette tranche de moins de 50 000 qui nous amène à 6 000 € par an. Entre 50 000 et je crois que c'est la tranche suivante est très haute, elle doit être à 200 000, on est à 7 500 € hors taxe par an.
Alors, juste pour vous donner quelques éléments un peu plus concrets encore sur le marché qu'on a passé, on a notifié le marché pour un total de 22 euros 50 TTC sur 24 mois. Je vais arriver au découpage après, mais vous verrez que c'est assez sympathique. Donc en fait, le budget des acquisitions, on l'a réparti par genre et on a vraiment plusieurs personnes qui travaillent dessus. Ça veut dire en fait qu'on a une personne par site, on a 4 sites, plus plusieurs personnes à la centrale. Il y a en tout à peu près 6-7 personnes qui font les acquisitions. Sur 2 comptes ouverts sur la librairie, en fait, ils se partagent les accès et ils font divers paniers. L'idée, c'est de coupler en fait les acquisitions numériques aux acquisitions papier. Donc il y a eu 3 sessions d'acquisition dans l'année qui sont faites à chaque fois à la fin d'une réunion d'acquisition dite classique. Ce qui veut dire en fait qu'il y a une cohérence en fait dans la politique d'acquisition globale pour que l'offre numérique soit complémentaire de l'offre physique sous divers critères finalement. Ça peut être, on achète un livre numérique parce qu'un livre papier il est tout le temps demandé et que du coup les accès physiques ne suffisent pas. C'est vrai qu'avec 205 bibliothèques, forcément, on parlait de Fred Vargas tout à l'heure, même en numérique il est épuisé d'ailleurs chez nous. Forcément, ça va vite. Et voilà, ça c'est pas forcément très intéressant. Enfin, c'est très intéressant aussi, mais pas côté budget. La plateforme fournie par 2 marques nous laisse la possibilité de faire des sélections thématiques, de mettre en avant des titres. Et en fait, ça fonctionne. Ça nous permet par exemple de faire des sélections du type, pour les young adultes, de faire des sélections sur les femmes dans les romans policiers, sur, que sais-je, la famille dans tous ses états, ce genre de choses en fait. Si vous visitez un petit peu la plateforme du coup de la BDBR, je vous y engage vivement, vous verrez, on a quelques sélections du coup qui sont publiées et qui nous aident à faire cette médiation du coup du livre numérique. Donc, je vous disais tout à l'heure, 22 euros 50 centimes sur 24 mois. On parlait de 6 000 euros par an pour la plateforme. Je vais vous aider à faire le calcul, même s'il est très rapide. 6 000 multiplié par 2, puisque sur 2 ans, 12 000 euros. Autrement dit, la plateforme représente 55% de notre budget. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, 22 000 euros. 22 000 euros de marché sur 2 ans. Donc on est bien sur 55% de plateforme. Voilà. Donc la partie technique en fait représente la plus grosse partie du budget lecture numérique. Le reste, donc 45,5% très exactement, sont donc des acquisitions. Et les acquisitions, en 2015, on a dépensé donc 8 075,82 € pour avoir un fonds de départ, pour pouvoir proposer une offre pertinente tout de même aux lecteurs, sachant que les licences, effectivement, ne se limitent pas rarement à 1 an, en tout cas je crois qu'on n'en a pas pris de 1 an, pour avoir effectivement ce fonds de base et avoir vraiment une offre un peu digne de ce nom. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui on est à un peu moins de 400 titres sur la plateforme, et par contre en 2016, on aura un budget d'acquisition réduit au strict minimum, puisque le maxi de notre marché ne peut pas bouger. Donc en 2016, on a prévu d'acheter pour 1 000 € de titres. C'est pas grand-chose, je confirme. Cela dit, si on arrive à négocier avec 2 marques, peut-être qu'on récupérer un peu de sous. Bon. Alors voilà, juste pour finir rapidement, juste le petit bilan qu'on peut faire nous après 11 mois d'ouverture. On a donc un peu moins de 400 titres sur la plateforme, on a 363 usagers uniques, donc on les repère par des adresses mail, on a 363 adresses mail différentes d'usagers, 1484 prêts depuis l'ouverture. Et là, depuis janvier-février, en fait, on est en moyenne à 200 prêts par mois. Ce qui, avec un fonds de moins de 400 titres, est pas si mal. Voilà. Juste pour vraiment terminer, nous, on a décidé aussi de lancer un service un petit peu particulier, qui est un service de prêt de liseuse au point lecture, justement, à ces bibliothèques qui sont les plus éloignées potentiellement de la lecture numérique.
Et donc on leur prête, lors des échanges en salle, on leur prête une liseuse si elles le souhaitent, on leur explique comment ça fonctionne, elles repartent avec, et c'est spécifiquement destiné aux professionnels des bibliothèques pour leur propre connaissance, pour qu'elles puissent ensuite en faire la médiation auprès des lecteurs. C'est ce type de service aussi qui va nous permettre de développer le service de lecture numérique auprès des usagers.